Bonsoir à tous. Alors, constitution du bureau. Le président, votre serviteur. 2 scrutateurs qui ont accepté d'être scrutateurs pour cette assemblée. Thorsten Hans, qui représente notre premier actionnaire allemand, qui est là maintenant depuis plus de 8 ans. Et Pascal Borde, où est-ce qu'elle est, Pascal? Elle est là-bas. Pascal qui représente la financière Borde. Voilà. Soyez les bienvenus. Secrétaire du bureau, Patricia Mavigné, qui termine les derniers comptages et qui va venir nous rejoindre. Le quorum est d'ores et déjà atteint depuis longtemps. Ça fait déjà quelques heures, donc on est au-delà de 25%. Patricia, c'est de donner l'objectif d'atteindre les 70. Pas atteint, mais je pense qu'on fera mieux de toute façon. 69,61, ce qui est nettement supérieur à l'année dernière. Dans le mot du président, j'insistais effectivement pour que les actionnaires se mobilisent et votent, soient présents. Je pense que ça fait partie des conditions de bon fonctionnement d'une société et particulièrement la nôtre. Donc l'Assemblée peut valablement délibérer. Alors, plein de choses nouvelles. Cette année, nous sommes dans un nouveau lieu. Certains ont eu du mal à se garer, mais l'avantage de ce lieu, c'est que nous allons pouvoir discuter pendant le cocktail toute la nuit pour ceux qui veulent. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, à la Cité internationale, on s'était fait chasser par le service de sécurité, ce qui nous avait profondément déplu, puisque certains d'entre vous voulaient continuer à discuter. Donc là, on est plus à l'aise, c'est plus convivial. Donc c'est un essai, vous nous direz a posteriori s'il vous satisfait. Deuxième nouveauté, boîtier électronique. Alors le but, ce n'est pas de vous embêter avec ce boîtier, c'est de gagner en rapidité au moment des votes, en précision. Donc gagner du temps, être plus précis et là encore, passer plus de temps pour les questions, passer plus de temps pour les échanges au moment du cocktail. Alors 2017, ne boudons pas notre plaisir. Ça a été une année exceptionnelle. Exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà, la croissance organique, la croissance de nos filiales sur leur marché. Ça faisait des années qu'on était stagnant sur ces marchés-là. Et 2017, une croissance sur nos marchés de plus de 10%, ce qui ne nous était pas arrivé depuis fort longtemps. Alors, ça s'est conjugué avec une météo qui était favorable, un hiver froid en début d'année, suffisamment d'eau quand il fallait et la sécheresse quand il fallait également. Donc une météo favorable, 5 acquisitions en 2017. Donc c'est vrai que je vous raconterai un petit peu les histoires de ces acquisitions, mais c'est là aussi une année totalement exceptionnelle. Une amélioration de la rentabilité, ce n'est pas pour nous fâcher. Et à la fin de l'année, cerise sur le gâteau, qu'on n'attendait pas, le remboursement d'une partie de la taxe sur les dividendes. Donc je dirais que 2017, année exceptionnelle à plusieurs titres. Alors ce que je dis aux investisseurs et aux actionnaires, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent tous les ans à avoir de telles performances. On fera en sorte de faire le mieux possible, mais véritablement, on est sur des référentiels très hauts en termes de performance. Alors ce soir, je ne veux pas faire le classement des bons élèves et des moins bons, mais je voudrais quand même citer 2 sociétés du groupe qui ont eu des performances tout à fait exceptionnelles. Aello, société qui a démarré depuis 2 ans et qui, lors de sa 2e année, dépasse 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est véritablement une performance remarquable. Alors Jérôme Chabaudy, pour des questions personnelles, n'est pas là ce soir, mais je pense qu'on peut penser à Aello et à ses équipes. Et deuxième chose que je voudrais souligner, c'est la performance, là aussi, très exceptionnelle de Sferaco. Sferaco, qui était 2e filiale du groupe en début d'année et qui maintenant est 1re filiale, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires que du résultat. Je dirais que sur une filiale à notre taille aussi grosse, faire de telles performances de croissance en chiffre d'affaires et en profitabilité, c'était vraiment à souligner. Mais d'une manière générale, je voudrais rendre un hommage à nos salariés, parce que sans nos salariés, nous n'aurions pas pu profiter de cette croissance nouvelle sur les marchés, je dirais, sur cette conjoncture économique favorable, si les salariés n'avaient pas été là pour répondre présents,
à cette sollicitation du marché, véritablement, nous n'aurions pas atteint ces résultats. Donc, hommage tout particulier à nos salariés qui sont présents dans cette salle ce soir, mais qui, pour une bonne part d'entre eux, puisqu'ils sont 439 maintenant, sont absents. Vraiment un hommage particulier. Alors, vous voyez sur cette courbe que je voulais vous montrer, c'est la courbe finalement la plus régulière du groupe Thermador. Tous les ans, on a fait le choix de continuer à recruter, de continuer à former nos équipes, de manière à être prêts, le cas échéant, à la reprise. Alors, c'est ce qui s'est passé en 2017. Vous voyez qu'on n'a pas... cette espèce de marche, elle est essentiellement due à la croissance externe. Mais vous voyez que sur les années précédentes, on a été régulier. Même si les années précédentes ont été plus difficiles, on a continué à chercher des talents, à développer les talents. Et je crois que ça nous a donné raison en 2017 d'avoir ces équipes prêtes à répondre à la demande de nos clients. Nous allons passer sur une diapositive sur laquelle on va passer pas mal de temps. Alors c'est une diapositive qui est présente dans le rapport annuel. Pour ceux qui l'ont lu, vous la connaissez. Mais je vais quand même, cette diapositive a le mérite de vous montrer toutes les activités du groupe, les croissances externes, mais également un certain nombre d'enjeux. Alors certains parlent de risques, et comme nous, on est optimistes dans le groupe Thermador, on va vous parler d'enjeux. Et c'est pour ça qu'on va y passer un petit peu de temps. Alors tout d'abord, les croissances externes. Sur votre gauche de la diapo, on voit Domac. Domac qui est venu rejoindre Mecafer en début d'année. La raison de cette acquisition, ça a été la volonté pour nous d'être un acteur toujours important dans le domaine des compresseurs d'air vendus en grande surface de bricolage, mais également devenir un acteur leader dans le domaine des groupes électrogènes. Alors, on a eu de la chance puisque l'année 2017 a été particulièrement fertile en consommation de groupes électrogènes, puisque c'est des produits qu'on vend quand nos concitoyens ont des coupures de courant. Je dirais que cette acquisition a été faite également dans le but d'éviter qu'un concurrent nouveau rentre sur le marché français des compresseurs, puisque avec Mecafer, on avait une position forte de leadership. Voilà, donc les choses se sont faites en début d'année. L'intégration a été très rapide, ne serait-ce qu'au niveau du système d'information. Les choses sont en cours et je dirais qu'on est très satisfait de cette acquisition puisque à la fin de l'année 2017, 1 plus 1, c'est-à-dire les deux chiffres d'affaires cumulés, ont donné un chiffre d'affaires supérieur. Alors, on a été aidé par ce phénomène des groupes électrogènes, mais je dirais que globalement, ça s'est très bien passé. Deuxième acquisition, si on prend dans l'ordre de la diapo, ça s'est fait en toute fin d'année, c'est Vortis. Vortis France, qui nous cède son fonds de commerce en fin d'année. Alors, rappelez-vous, quand on a lancé cette affaire, en début 2014, on avait, au début de cette affaire, l'opportunité de récupérer un bout du fonds de commerce de cette société italienne, Vortis, qui nous a cédé son fonds de commerce dans le canal des distributeurs sanitaires chauffage. Et Vortis avait conservé la distribution dans le domaine électrique, mais également le commerce des OEM, donc des clients spécifiques en France, et du e-commerce. Donc Vortis France était resté à nos côtés et on s'était partagé le marché en deux. Avec Lionel, qui est là, vous pourrez l'interroger au moment du cocktail, il a plein de choses à vous raconter. Avec Lionel, on a fait, et surtout lui, moi un peu de temps en temps pour l'aider, un pressing intense auprès de Vortis pour récupérer la totalité du fonds de commerce et de cette façon-là, maîtriser totalement notre chiffre d'affaires sur la France, notre politique tarifaire et éventuellement passer le cap de ce que les analystes appellent le break-even, l'équilibre financier, et commencer à gagner de l'argent. Donc c'est l'objectif pour Accélère, à court terme, de passer les 4 millions et commencer à gagner de l'argent. Donc une très belle opportunité pour cette équipe qui a beaucoup travaillé. Et vous savez, pour une équipe qui travaille très dur, avoir en fin d'année un compte de résultat négatif, c'est pas très bon pour le moral. Donc là, je pense qu'en fin d'année 2018, le moral d'Accélère va remonter très fort. On continue les acquisitions. Une acquisition qui s'est faite là aussi au dernier moment, en fin d'année. Alors, vous avez sans doute l'impression que tout arrive en 2017, mais en fait, des contacts, par exemple avec Valfit, avaient été pris des années antérieures. Les premiers contacts, c'est Hervé qui est présent là. Où est-ce qu'il est, Hervé? Hervé Le Guilherme. Je ne l'ai pas repéré. Ah, il est là-bas.
Hervé avait déjà des contacts avec les dirigeants de Valfit il y a quelques années. Ils avaient visité cette entreprise avec Marilène Boyer. Bon, les choses ne s'étaient pas faites parce qu'en fait, les vendeurs n'étaient pas prêts. Sauf qu'en 2017, ils sont venus nous voir en disant « on est prêt. On est prêt à vendre, et non seulement on est prêt, mais il faut que ça se fasse en 2017. » Ils ne nous ont pas vraiment laissé le choix du timing. Nous, on aurait préféré se donner un petit peu plus de temps, compte tenu de l'afflux de dossiers qui arrivaient sur le bureau. Mais bon, c'était une volonté personnelle d'aller vite. Et donc, on a fait preuve de souplesse de manière à effectivement faire cette acquisition. Le gros intérêt pour Sferaco, c'est d'additionner des produits que Sferaco n'avait pas à sa gamme, des raccords fonte ou acier, par exemple, et une gamme de compteurs avec de nouveaux fabricants. Alors, je noterai qu'au niveau des fabricants, on a, par le biais de ce rachat, noué un partenariat avec un industriel brésilien qui s'appelle Tupi, qui est un industriel dans ce domaine-là de premier rang. Vous voyez, donc c'est à la fois une acquisition de clients, de produits et de fournisseurs. Donc tout le but de cette opération, c'est de transformer ce chiffre d'affaires en chiffre d'affaires plus, de transformer cette rentabilité Valfit en rentabilité Sferaco, qui, vous le savez, est une rentabilité fort intéressante. Les équipes de Sferaco se sont donné des objectifs très forts d'intégration, puisqu'ils veulent commencer à livrer les produits au mois de mai de cette année. Bon, donc là aussi, Christophe est présent, d'autres personnes de Sferaco sont dans la salle. Si vous avez des questions à leur poser, même maintenant ou au moment des questions ou pendant le cocktail, ils y répondront avec plaisir. Ensuite, toujours dans l'ordre du schéma, FG Inox. Alors, Philippe Bernardet est présent dans la salle, juste en face de moi. Là aussi, vous pouvez le solliciter pour qu'il vous raconte l'histoire à sa façon, puisqu'il l'a vécu de l'intérieur. La société FG Inox a été vendue il y a quelques années, un petit peu au nez et à la barbe du groupe Thermador, puisque c'est une affaire qui nous intéressait. Et c'est vrai que quand ce deal s'est fait, toujours sous les conseils de Hervé, je suis allé voir le nouveau propriétaire de FG Inox pour lui dire « le jour où vous vendez, appelez-nous, on ne sait jamais ». Lui aussi nous a appelé fin 2016 pour que le deal se fasse en 2017. Donc vous voyez, conjoncture très occupée en 2017. Il est clair que FG Inox, c'est une évidence pour nous, puisque c'est des produits très complémentaires. Parmi tous les produits qui sont stockés chez FG Inox, 14 000 articles stockés, plus encore livrés aux clients, nous n'avons avec Sferaco uniquement 800 références communes. Donc des compléments de gamme très intéressants sur l'inox, et une société qui fait notre métier depuis longtemps et qui en plus est située à Brignais et Corba, donc très proche de nous. Donc véritablement une belle opportunité, finalement peu contestable, puisque c'est également une société rentable. Je dirais que l'objectif qu'on s'est fixé chez FG Inox, c'est de reprendre une croissance plus significative, parce que les dernières années, FG Inox a été relativement stable sur le chiffre d'affaires. Et puis Sodeco. Sodeco, c'est une affaire située à l'international qui nous a été amenée par un fabricant. Un fabricant qui était à la fois fournisseur de Sferaco et à la fois fournisseur de Sodeco. Et ce fabricant, qui était actionnaire de la société Sodeco, a souhaité se retirer en tant qu'actionnaire et donc est venu nous tirer par la manche en nous disant je vous verrai bien en tant que nouveau propriétaire de Sodeco. Pour nous, c'était l'occasion de développer le chiffre à l'export, d'augmenter nos gammes de produits en robinetterie industrielle et de renforcer nos positions avec un fabricant espagnol qui est, de notre point de vue, un fabricant très intéressant pour la conquête de l'Europe au niveau de la robinetterie industrielle. Alors quand je parle de conquête de l'Europe, je parle des 5 sociétés qui font aujourd'hui la robinetterie industrielle du groupe Thermador. Vous les voyez toutes à droite du schéma, Sferaco, Sectoriel, FG Inox, Thermador International, Sodeco. On a une belle force de frappe aujourd'hui et véritablement, on peut dire, modestement mais véritablement, que nous devenons un acteur significatif en Europe de la robinetterie industrielle. Alors vous voyez qu'au travers de cette acquisition, on a également étendu notre périmètre au niveau de l'export, puisqu'on était à 8%, on est passé à 13%, et on annonce sans trembler qu'on passera cette année à 18%, à 17%, du fait de la croissance externe qui n'a pas encore été enregistrée, puisque ces acquisitions se sont faites en cours d'année. Donc renforcement de la robinetterie, renforcement à l'export. Des points très importants dans ces acquisitions et qui ont été opérés d'une manière très rapide, parce que les équipes se sont vraiment impliquées. Je parle des équipes commerciales, des équipes achats, mais également de tout le back-office des sociétés. On a d'ores et déjà mis en place des synergies sur les achats
Donc, je peux vous dire qu'on a travaillé sur les provenances des articles, les prix des produits, les fournisseurs. On a mis également des synergies en place chez les clients. Les équipes de vente se sont parlé pour échanger sur leurs fichiers clients, partager les informations, agir d'une manière concertée. Ça, c'est en place. Le reste va mettre beaucoup plus de temps, puisqu'il s'agit de sociétés avec leur propre culture. Et on souhaiterait amener notre patte, mais en respectant quand même les cultures en place. Et j'ai coutume de dire que ça peut durer 3, 4, 5 ans avant que ces sociétés soient complètement intégrées au groupe Thermador. On a également des problématiques de système d'information. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même un point très important dans le fonctionnement de nos sociétés. On souhaite intégrer ces sociétés au niveau informatique. Là aussi, il faut être prudent et ça nous prendra du temps. On va parler des choses que les investisseurs présentent comme des risques et que nous, on présente comme des enjeux. Sur les nouveaux schémas, on voit maintenant apparaître ici des web marchands. On voit apparaître également au niveau des clients professionnels ce qu'on appelle des sites marchands, web marchands ou places de marché. Alors, très clairement, les investisseurs, les actionnaires nous questionnent sur ces sujets en nous demandant très clairement est-ce que vous n'allez pas vous faire manger tout cru par Amazon? La question est réelle et vraiment permanente. En fait, on se prépare et on est déjà aujourd'hui dans le e-commerce au travers de nos clients, parce que certains de nos clients ont muté, c'est-à-dire que c'était des clients traditionnels et ils sont devenus des e-marchands. Alors, je vais citer 2 grands clients traditionnels du groupe, comme Cider ou Le Galet, qui étaient des vendeurs à distance et qui maintenant sont devenus également des gens qui font du commerce électronique. Mais toutes les grandes enseignes traditionnelles du sanitaire chauffage et de l'élec ont également aujourd'hui une offre par Internet. Donc nous, on doit évoluer avec eux et les accompagner dans cette mutation. Nous avons vu arriver sur le marché des nouveaux acteurs qui sont des purs players, des purs vendeurs par Internet. Alors, Jetly a quelques-uns de ses clients, mais également Make-Affaire, qui a des clients comme Amazon ou Cdiscount dans les compresseurs d'air. Donc on est familier avec ces clients-là, on apprend à travailler avec eux et on développe effectivement les affaires dans le digital. On a aussi développé un savoir-faire en direct, puisque Aelo, qui est une société qui livre directement les installateurs de piscine, s'est très rapidement adaptée à la demande des installateurs de piscine en ayant elle-même un site marchand. Donc aujourd'hui, une part importante du chiffre d'affaires d'Aelo, de l'ordre de 9-10%, est déjà fait via une plateforme e-commerce. Alors même si elle est modeste, elle fonctionne et on commence à se faire la main sur ces outils. Ça fait partie des projets très importants 2018-2019, la rénovation, la refonte complète de tous nos sites Internet. Donc là, Thomas, le DSI du groupe, sous la direction de Patricia et son équipe, sont sur le pont sur ces sujets-là, parce qu'on considère qu'effectivement, la clé de voûte du commerce digital, c'est le site Internet, et on doit absolument être meilleur sur ce sujet, avoir des meilleurs sites et répondre aux attentes de nos clients. Une autre chose que l'on a faite, et particulièrement sur la société Opaline, notre société de communication, nous avons renforcé nos compétences dans le domaine des réseaux sociaux, de manière à pouvoir intervenir plus souvent sur LinkedIn et Twitter, mais également être présent sur YouTube. Il faut qu'on soit capable de toucher nos clients, les clients de nos clients, via ces réseaux sociaux. Et nous nous sommes aperçus que Sferaco, qui a déjà mené quelques opérations sur les réseaux sociaux, a vu l'augmentation de la fréquentation de son site Internet. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Nous sommes sur ces sujets, nous y travaillons. Nous ne voulons pas nous faire dépasser par Amazon ou Cdiscount ou d'autres. Je pense que nous pouvons être leurs partenaires, voir si les choses évoluent, un intervenant direct s'il le faut. Alors on a la joie et l'honneur d'avoir au conseil d'administration des administrateurs qui ont l'habitude de ce type de problématique, hein, puisque Olivier de la Clergerie est directeur général de LDLC, Laurence Paganini, qui est directeur général de Caporal, sont quand même familiers avec le commerce électronique. On a aussi Laurence Verdit, qui connaît bien le marketing et qui s'est bien sûr ouvert au marketing digital. Donc toutes ces compétences sont également présentes au niveau du conseil. Alors c'est vrai que nos administrateurs nous houspillent, nous bousculent, mais ça fait partie de leur rôle.
L'organigramme. Comment est-ce qu'on s'organise avec toutes ces nouvelles sociétés qui viennent nous rejoindre? En fait, on n'a pas changé notre façon de faire. On a un organigramme qui est très plat, puisque toutes les sociétés sont dirigées par des dirigeants opérationnels totalement responsables de leur business unit et pilotées par la holding. Alors, deux exceptions. Sodeco a, du fait de sa structure, un conseil de gérance autour du dirigeant historique Dieter de Kock qui reste en place. Patricia Mavigné et Lionel Monroe sont dans ce conseil de gérance. Et FG Inox, je partage le pouvoir là, avec Philippe Bernadette, qui est directeur général, et moi président. Voilà, donc le temps d'intégration de ces sociétés, on souhaite quand même que les dirigeants du groupe soient particulièrement impliqués dans la direction de ces entreprises. Nous sommes en 2018. Alors, bien évidemment, avec toutes ces acquisitions, les investisseurs nous demandent à quand la prochaine, vous allez en faire beaucoup, c'est bien, il faut continuer. Nous, ce qu'on répond, c'est on voudrait se donner un petit peu de temps, s'il vous plaît, pour intégrer toutes ces entreprises. Et c'est vrai que ça fait partie des priorités du moment. L'intégration et, je dirais, le fait de faire entrer ces entreprises dans la culture du groupe. Alors, on va parler un petit peu de chiffres. Pardon, j'avais oublié cette diapo. Alors cette diapo, elle est en deux moments. Le premier moment, c'est 2016, et vous voyez l'équilibre entre le bâtiment et l'industrie. Bâtiment 45%, industrie 19%. 2017, donc vous voyez que le bâtiment, non pas qu'on ait baissé au niveau du chiffre d'affaires du bâtiment, mais le fait que l'industrie monte en force avec les acquisitions, mais également les bonnes performances de Sectoriel et Sferaco l'année dernière, on voit que l'équilibre entre bâtiment et industrie est en train de changer. Et c'est vrai qu'en 2018, ça changera encore. Alors, ça vient nous affranchir en partie de l'aspect cyclique du bâtiment en France. C'est quelque chose qui est bien perçu par les actionnaires, les investisseurs, à juste titre, puisque c'était perçu comme un risque. Nous allons parler un peu de chiffres. Alors, vous les connaissez tous par cœur, ces chiffres, hein, puisque vous avez tous en main le rapport annuel, vous les avez vus. 272 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net record et exceptionnel, qu'on va commenter tout de même, et des capitaux propres qui continuent à augmenter. Alors même si on envisage de distribuer une bonne part du bénéfice, tous les ans, on en remet un petit peu dans la caisse, ce qui fait que les capitaux propres continuent à grossir. Alors un commentaire sur le chiffre d'affaires tout de même, pour modérer les ardeurs, même si on a fait une bonne année. Un petit clic sur le diaporama, et on va voir apparaître un chiffre d'affaires de 255 millions, à périmètre constant. Idem sur le résultat net, à périmètre constant, nous ne sommes pas à 26,2, nous sommes à 25,6. Et il faut ne pas oublier que nous avons eu le petit cadeau de fin d'année qui est vraiment exceptionnel. On ne l'aura pas tous les ans. Donc ça vient relativiser notre performance. Ensuite, les stocks. Alors vous savez que c'est notre force. Véritablement, être capable de livrer des gammes très larges, très vite, à des clients. Et particulièrement dans le domaine de la robinetterie industrielle, ces stocks sont difficiles à constituer, difficiles à tenir, puisque les gammes sont très étendues. Vous avez au sein des gammes des produits à faible rotation et des produits à très forte rotation. Et il faut gérer tout ça. Et donc, ça nous amène à être encore plus chargés en stock, mais c'est du fait de la croissance externe. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de péril en la demeure. C'est tout à fait normal par rapport à la croissance du chiffre. On regarde ça avec précision. Vous savez que c'est un travail qui est mené par les équipes. Hein. Chacune des sociétés est responsable de son stock. Et la trésorerie, qui reste largement positive. Alors, à modérer cette année, puisque en face de cette trésorerie, maintenant, on a une dette. Et on va en parler tout de suite. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont des experts du rapport annuel, vous avez vu apparaître 3 lignes supplémentaires au niveau du bilan. La dette financière, puisqu'on a contracté une dette auprès de CMCIC et la Société Générale, qui nous a généreusement octroyé des taux inférieurs à 0,5%. Donc une opportunité, je dirais, pour un emprunteur. Ce qui fait qu'actuellement, on a une dette financière d'environ 30 millions d'euros. Quelques ratios qu'on suit de manière très attentive. Le ratio on va dire, de rentabilité, qui est le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires. Donc ça montre, je dirais, à quel point notre business est générateur de marge. Donc
Une légère amélioration. Vous voyez que ce ratio s'est dégradé sur les dernières années, puisqu'on a tenu le chiffre d'affaires, mais on avait des difficultés à tenir la rentabilité. En 2017, nous remontons un petit peu ce ratio. Si nous avions eu un périmètre constant, sans croissance externe, ce ratio aurait nettement remonté. Mais bon, avec la croissance externe et des sociétés comme Sodeco moins rentables que la moyenne du groupe, forcément, on est un petit peu pénalisé, mais ça fait partie du jeu. Deuxième ratio qu'on suit, c'est le chiffre d'affaires par personne. Là aussi, on progresse un petit peu et on peut, de notre point de vue, remonter ce ratio dans les années futures. Les acquisitions, et particulièrement celles de Sodeco et FG Inox, ont joué, je dirais, pour ramener ce ratio vers entre guillemets, les valeurs actuelles, mais on pense pouvoir les améliorer dans le futur. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans des années où le chiffre d'affaires était, entre guillemets, plus facile. Et dernier commentaire, rendement sur les capitaux propres. Donc ça, c'est un ratio sur lequel on est particulièrement challengé par nos amis allemands, premiers actionnaires du groupe. Alors, ils auront sans doute plein de commentaires à faire cette année sur ce ratio-là. Donc, il s'améliore notoirement puisqu'effectivement, le résultat opérationnel, mais également le résultat net, augmente. Alors, c'est à discuter, c'est à nuancer, et je pense que c'est encore à parfaire dans les années futures. Nombre d'actionnaires. Alors, c'est une déception, puisque le nombre d'actionnaires en 2017 a baissé. Ça s'explique d'une manière assez simple. Nous avons perdu des actionnaires individuels. Alors, quand on dit... Ça, c'est la façon pessimiste de voir les choses. La façon optimiste, c'est quand certains actionnaires ont vendu, d'autres ont acheté. En l'occurrence, c'est des investisseurs institutionnels français qui ont pris des positions plus fortes. Alors, ils ne sont pas plus nombreux à notre capital, mais ils ont des positions plus fortes, sentant sans doute que nous étions dans une position de bas de cycle et en position de remontée de cycle tout à fait intéressante. Et donc, on a vu des investisseurs institutionnels prendre des positions un peu plus marquées dans le capital du groupe et profiter de cette remontée de cycle. Certains actionnaires individuels en ont profité pour prendre leurs bénéfices. J'espère qu'ils reviendront. La partie n'est pas terminée. Alors, il y a un autre phénomène quand même qui m'a été signalé. Alors ça, je me contente simplement de dire ce que je lis dans les mails et également dans les courriers des actionnaires individuels que je reçois, qui me disent cher Président, nous ne comprenons pas que le journal Investir ne parle plus du groupe Thermador ou en parle pas suffisamment en bien. Je me suis permis d'appeler le directeur de la rédaction d'Investir pour lui faire part des lettres des actionnaires. Voilà où on en est en ce qui concerne le journal Investir. Là aussi, si vous avez des questions à me poser, je pense que j'en aurai plus à Paris. Je suis prêt à y répondre dans la mesure de mes moyens. Voilà à peu près l'analyse de la situation. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans la partage du capital, vous savez qu'on est très précis dans le détail du partage du capital, puisqu'on fait tous les ans un TPI intégral. On va chercher tous les ans chaque actionnaire au porteur, à partir d'une action détenue. Donc on sait très très précisément de quoi est constitué notre capital. On voit sur ce tableau la progression des investisseurs institutionnels français et une petite perte de vitesse en termes de part du capital des actionnaires individuels. Alors cette courbe, elle se passe finalement de commentaires, puisque à la fois au niveau du cours et au niveau du dividende, sur une très longue période, vous voyez que les performances du groupe ont été au rendez-vous. Quand on fait le calcul sur cette période de 18 ans, rendement global, que ce soit le cours plus le dividende réinvesti, on est sur un rendement global brut de 16% par an, sur cette période de 18 ans. Alors, certains nous qualifient de sociétés, je dirais, un petit peu pépère. Autant vous dire que là, je bondis parce que je ne peux pas accepter qu'on nous qualifie de la sorte avec des performances à long terme de cet ordre-là. Alors, on n'est pas une start-up, on ne fait pas du x3 tous les ans, mais je dirais que dans la durée, on a pour des investisseurs et des actionnaires un rendement qui est tout à fait intéressant et très sécurisé, puisque vous le savez, depuis qu'on s'est introduit en bourse, il y a maintenant plus de 30 ans, nous n'avons jamais baissé le dividende. On reparlera tout à l'heure de ce qu'on propose cette année. Quelques petits mots, et ça c'est un peu nouveau, mais ça fait partie je dirais, des messages qu'on souhaite entendre de la part des dirigeants, le partage de la valeur. Alors les actionnaires, on vient d'en parler. Je pense que sur cette période-là,
Vous avez le droit de ne pas être satisfait, mais je pense que quand même vous avez toutes les raisons d'être satisfait. Les salariés, vous le savez, ils sont motivés à la fois par une rémunération fixe, ça c'est tout à fait normal. Alors on essaye d'être dans le marché au niveau de cette rémunération fixe, par une rémunération variable qui vient sanctionner finalement la performance de leur entreprise, de la filiale dans laquelle ils travaillent. Et ça, on tient absolument à ce que ça reste de cette façon-là, de manière à ce que chacun se sente investi de sa mission dans la filiale dans laquelle il travaille. Et également, cerise sur le gâteau, le FCPE. Le FCPE, c'est un véritable succès, puisque là, on l'a créé en 2001, nous l'avons créé en 2001. La part du FCPE en 2001 valait 10 €. Aujourd'hui, elle a été multipliée par 14. Nous avons régulièrement sur ce FCPE abondé, au départ à 150%, aujourd'hui à 165%. Le salarié qui, depuis 18 ans, a mis 1 000 € tous les ans, se retrouve avec un capital d'environ 170 000 € sur cette période longue de 18 ans. Alors j'invite les salariés à rester 18 ans dans le groupe. Ceux qui viennent de rentrer, ne vous découragez pas. La route est longue, mais peut-être qu'on fera mieux. Je dirais que c'est quand même, ça fait partie du package et c'est une façon, là aussi, de remercier et de rétribuer, de partager les bénéfices. Les dirigeants, nous sommes tous très heureux de travailler dans le groupe Thermador, relativement libres de nos mouvements, ce qui est un luxe incroyable. Et je pense qu'on a l'avantage d'être dans un groupe humain. On a entre nous des relations simples et cordiales. Et je dirais que ça vaut beaucoup de choses. Alors, vous pourrez les questionner au moment du cocktail, pendant que j'ai le dos tourné, pour voir si ce que je raconte est vrai. Mais je pense qu'on n'est pas des dirigeants à plaindre dans le groupe Thermador. Au contraire. Les clients, et particulièrement dans des périodes de reprise de ce type-là, nous sommes là pour fournir les produits en temps réel, répondre à leurs questions, leur proposer des nouveaux produits, les visiter. Et je dirais que c'est vraiment la valeur ajoutée que nous amenons à nos clients. Dans des périodes de croissance du chiffre d'affaires, les clients qui sont des clients réguliers du groupe Thermador ont pu profiter pleinement de cette recrue des affaires. Et les fournisseurs, enfin. Les fournisseurs, nous avons avec eux des relations durables, de long terme. Nous opérons des paiements qui sont réguliers, fiables. Nous sommes transparents. Nous leur amenons des volumes. Nous nourrissons leur usine régulièrement. C'est très important pour eux. Voilà comment je vois le partage. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est que le groupe Thermador paye ses impôts rubis sur l'ongle, bien entendu. Nous n'avons jamais été condamnés pour des faits importants de fraude fiscale ou de fraude à l'URSSAF. Nous n'avons pas de paradis fiscaux. Nous n'avons jamais cherché à nous échapper aux impôts. Et nous avons, avec les collectivités locales, des relations tout à fait cordiales et constructives. Et je pense que ça fait partie du deal global. Voilà, et puis un dernier mot avant de céder la parole à nos chers commissaires aux comptes qui ont plein de choses à vous raconter. Sur le fonctionnement du Conseil, vous savez que notre Conseil a évolué de manière notable puisque nous avons voulu équilibrer notre Conseil d'administration. 50% d'administrateurs indépendants, qui le sont réellement. Ce ne sont pas des gens que je connaissais avant, ils ne font pas partie de la famille, des cousins, des amis, donc des gens très indépendants. 50% d'administrateurs qui sont non indépendants, c'est le moins qu'on puisse dire, et une administratrice salariée qui, le cas échéant, pourrait arbitrer sur une décision difficile. Ça ne s'est jamais produit, ça se produira peut-être, mais pour l'instant, l'équilibre est respecté. C'est pour ça qu'on a fait évoluer notre conseil. Je voulais vous faire un petit feedback par rapport à cette évolution. Je dirais qu'on continue à fonctionner très bien. La fréquence des conseils a été très importante l'année dernière, puisqu'on s'est réunis 7 fois. Je note l'extrême assiduité de nos administrateurs, au-delà de 98%, quasiment 99%, et une bonne rigueur quand même si c'est convivial. On respecte le fonctionnement du Conseil. On a fait tous les ans l'auto-évaluation du Conseil. On reste rigoureux et on respecte les règles de fonctionnement du Conseil. La stratégie. Le Conseil d'administration ne s'est pas impliqué au-delà de ce qu'il devrait faire dans la stratégie. C'est aux dirigeants de le faire, de proposer une stratégie. C'est au Conseil de valider et de vérifier que cette stratégie est bien mise en œuvre. Donc le partage des pouvoirs et des rôles sur la stratégie est bien clair et réel. Et ensuite, un dernier mot sur la diversité des profils au sein du Conseil. Je pense que c'est véritablement une richesse pour nous. Alors l'équilibre homme-femme, ça fait longtemps qu'on l'a atteint. C'est vrai que Guy Vincent avait toujours œuvré dans ce sens-là.
non seulement au niveau du conseil, mais de toutes les instances du groupe. Donc ça, ce n'était pas vraiment un souci pour nous. Mais je dirais que d'avoir aujourd'hui un conseil très divers, en termes de profil, nous amène forcément de la richesse. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, qui fera sans doute l'objet de questions, mais je propose qu'on fasse place aux questions après la présentation des commissaires aux comptes, qui vont nous parler de leurs travaux. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, ces comptes sont beaux et sont agréables à auditer. Vous avez dans le rapport annuel, en pages 94 et 95, le rapport concernant les comptes consolidés. Vous avez sans doute constaté que le rapport a fortement évolué par rapport aux années précédentes suite à une réforme européenne de l'audit. Pour autant, ce rapport est totalement conforme à ce qu'on retrouve habituellement dans l'ensemble des groupes. Il ne s'agit pas d'une spécificité du groupe Thermador. En résumé, on va vous éviter la lecture particulièrement lourde de ce rapport. On certifie que les comptes sont réguliers et sincères. Et pour arriver à cette opinion, nous avons regardé 2 points principaux. Le premier point, et Guillaume en parlait, ce sont les stocks, puisque les stocks constituent le principal poste du bilan. Et le deuxième point, ce sont les écarts d'acquisition, puisque vous avez vu qu'entre autres, cette année 2017 a été marquée par un grand nombre d'acquisitions, qui s'est traduit aussi par une augmentation sensible des écarts d'acquisition. Donc nous avons regardé ces écarts d'acquisition, nous les avons analysés, entre autres en matière d'affectation, et on fait aussi ce qu'on appelle chaque année un test d'impairment pour voir si la valeur ressentie de ces écarts d'acquisition est supérieure à la valeur nette comptable inscrite à l'actif du bilan. Par ailleurs, on a regardé aussi la concordance et la sincérité de tous les chiffres qui sont présentés dans votre rapport de gestion, et donc nous n'avons pas d'observation à formuler sur le sujet. Alors maintenant, en fait, au niveau en fait, des comptes annuels, hein, après avoir identifié justement la partie compte consolidé, donc là, le point clé d'audit numéro 1, en fait, c'est les titres de participation, hein, puisque les titres de participation en fait, représentent 106,5 millions d'euros et représentent en fait 84% en fait, du P de bilan. Hein, donc c'est la zone de risque numéro 1 en fait, dans les comptes sociaux. Donc, et ça constitue en fait le point clé de l'audit. Donc, sur cette zone de risque, nous on a bien regardé en fait tous les éléments en fait par rapport à la valeur d'inventaire en fait de ces titres, hein, mis en œuvre en fait les diligences. Et là-dessus, on n'a pas en fait d'observation en fait négative en fait sur cet ensemble. Donc ça, c'est la partie en fait sur le rapport sur les comptes annuels. Hein, donc deuxième bloc sur les comptes sociaux. Donc c'est le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements en fait réglementés. Donc ce sont en fait 2 blocs. Hein, donc le premier bloc en fait c'est la redevance de location gérance en fait des fonds de commerce, location des locaux et avec certaines sociétés du groupe. Hein. Donc ça concerne en fait 3 entités. Donc les entités Thermador, Sferaco, Jetly. Donc le cumul en fait des redevances de loyer en fait s'élève à 2 206 000 euros. La redevance en fait de location gérance au global, toutes sociétés confondues, c'est 2 783 000 euros. Deuxième convention, donc ça c'est les engagements en fait de rémunération envers les mandataires sociaux. Donc en fait la société s'est engagée en fait à verser une indemnité en fait départ en retraite à ses mandataires sociaux, le cas lorsque l'événement en fait survient au cours de l'exercice. Au cours de l'exercice 2017, cette convention ne s'est pas appliquée. Voilà. Merci. Alors, votre moment préféré, et particulièrement le moment... Ah, je pense que Thorsten voudrait peut-être nous dire un petit mot. Thorsten Arndt. Donc, je représente aujourd'hui l'Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren. Bon, c'est un nom compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fonds allemand composé d'entrepreneurs familiaux
avec un horizon d'investissement à très long terme. Il y a un an, en 2017, je vous ai souhaité 3 choses. Que Thermador International retrouve la croissance, que PBTube et DIPRA contribuent à une bonne année 2017 et que vous réussissiez l'intégration de Domac. Et je dois dire que nous sommes très contents que vous m'ayez, de toute évidence, bien écouté. Pour autant, je dois admettre avoir négligé ou sous-estimé le plus jeune filiale du groupe. Je me dois alors de saluer aujourd'hui la performance d'Hello et d'Accélère. 2017 était une bonne année, une année, vous le dites parfaitement, où tout le feu était ouvert. Dans un tel environnement, toutes les entreprises, ou presque, font bonne figure. Mais Thermador n'est pas une entreprise comme les autres. Thermador profite de bonnes années pour préparer l'avenir, pour réfléchir aux défis de demain et pour se transformer afin de réussir dans la durée. Les récentes acquisitions vont par exemple permettre d'être moins dépendants de la construction neuve en France. Néanmoins, le travail d'intégration et l'alignement des cultures vient juste de commencer. Et donc, on vous souhaite le meilleur pour cette tâche complexe. Hop. Il y a d'autres défis comme la digitalisation ou l'e-commerce, mais nous sommes très confiants dans la capacité de Thermador à les affronter. On les a vus déjà sur quelques parties. Et on est sûr que Thermador est organisé pour réussir dans la durée. Et nous sommes très contents d'y participer à cette réussite depuis notre premier investissement en 2009. Et pour conclure, comme d'habitude, je remercie le commissaire aux comptes pour le travail. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est l'année prochaine qu'on sera challengé sur le rendement des capitaux propres. C'est noté. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça me fait particulièrement plaisir que Robert Jardin soit présent dans la salle aujourd'hui, puisque quand je suis rentré dans le groupe comme directeur commercial, il était sous ma direction. Alors, je l'ai un peu malmené de temps en temps, mais je vous prie de m'en excuser, cher Robert. Bon. La question de Robert, il n'a pas bien compris pourquoi est-ce que je parle du mois de mai quand je parle de Valfit et de Sferaco. C'est bien ça, la question? En fait, c'est que Valfit n'est pas dans la région lyonnaise. Et on s'est donné le challenge de faire venir les produits et de commencer à livrer tous les produits Valfit en partance de chez Sferaco à partir du mois de mai, ce qui est un vrai challenge. Il n'y a pas de participation d'investisseurs au-delà de 5%. Il y a Tout ce qui est au-dessus de 5% voilà, doit être indiqué déclaré, dans le rapport annuel. Ça, vous savez que c'est réglementaire. D'accord. Ouais. Donc la Société Générale et ses filiales sont en dessous. Oui. S'ils ne sont pas en dessus, s'ils ne sont pas marqués, c'est qu'on ne les a pas vus. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis ravi de pouvoir être là parce que vendredi, je ne pensais pas pouvoir venir. Donc, je suis vraiment content d'être là. On est ravis de vous avoir. Merci. Écoutez, je ne vais pas avoir beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, c'est une assemblée un peu extraordinaire. On est là plus pour fêter ses 30 ans, une belle réussite, mais j'en ai quand même une qui sera un peu à tiroir. Elle concerne, comme vous l'avez fort justement mentionné, l'endettement est apparu cette année dans notre bilan. Bon, ce n'est pas un gros mot, l'endettement. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez défini une règle en la matière? Vous avez dit que vous vouliez faire une pause dans les acquisitions. Est-ce que vous voulez à nouveau avoir recours à l'endettement pour d'autres développements? Est-ce que vous êtes fixé une limite en la matière ou pas du tout? J'aurai après une suggestion et un petit commentaire. Je vous laisse répondre ou je fais tout d'un coup? Oui. Alors, c'est vrai que cet endettement, il est tout à fait relatif, hein, puisque en face de 30 millions de dettes, il y a 30 millions de trésors. Donc on est, on va dire, en dette nette quasiment à zéro. Si on a procédé de la sorte, et Patricia me le rappelait encore tout à l'heure, on aurait pu faire une acquisition sur fonds propres, mais on a quand même souhaité se donner la capacité, la possibilité d'accompagner nos filiales sur le stock. C'est très important pour nous. Voilà, c'est simplement pour relativiser la taille de l'endettement. Et je vous rappelle quand même qu'il faut comparer l'endettement aux capitaux propres, et ça reste tout à fait raisonnable et modéré. Alors, très sincèrement, on ne s'est pas fixé de limites supérieures parce qu'on est tellement loin de ces limites que pour nous, ce n'est pas une réflexion à court terme aujourd'hui. Alors, par rapport aux croissances externes, c'est vrai que je suis sollicité sans arrêt par les investisseurs
qui manifestement apprécient la croissance externe, mais ce n'est pas forcément toujours productif. Hein. On a très clairement dit qu'on allait se concentrer en 2018 sur l'intégration des sociétés. En revanche, je ne peux pas dire, Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il faut très clairement étudier les possibilités. On le fait d'une manière tout à fait ouverte avec les administrateurs. Je dirais que c'est un débat qui s'instaure. Si de nouveaux dossiers sont présentés dans le groupe Thermador, c'est mon devoir d'en parler au conseil d'administration, de donner mon avis, d'écouter le conseil et de voir effectivement si oui ou non ça présente un intérêt. Il est clair qu'on est dans une période où beaucoup de sociétés se vendent. Peut-être que cette période aura une fin. Donc on est toujours partagé par l'opportunité et le fait de dire est-ce que c'est pas trop d'un coup. Mais je ne suis pas tout seul à réfléchir à ça. On est 11 autour de la table, administrateurs, plus Patricia qui, bien entendu, en tant que DG délégué et responsable de toute la finance, est là également. Et je veux dire que c'est aussi la cheville ouvrière de ces acquisitions. Tous ensemble, on réfléchit à ces sujets. Mais quand les sujets sont mûrs, on en parle même au niveau des dirigeants, puisque vous savez que les dirigeants qui constituent le comité exécutif sont tous impliqués dans le capital. Donc vous voyez, c'est vraiment un process qui est long, qui mûrit, mais je ne peux pas dire aujourd'hui, 2018, il ne se passera rien. Je pense que ce serait un peu présomptueux de ma part. Bon, puis de toute façon, 1,5% d'endettement, enfin 1,5% en taux d'intérêt, c'est nettement moins cher que les bons propres. Alors, la suggestion, vous vous inquiétiez, alors vous n'êtes malheureusement pas les seuls, de la baisse du nombre d'actionnaires individuels. Je pense que, bon, il y a peut-être la question d'investir, mais je pense qu'un argument sur lequel vous devriez peut-être communiquer davantage, c'est qu'en 30 ans, vous n'avez jamais baissé le dividende. Bien peu de sociétés sont capables de dire la même chose. Et enfin, donc j'avais un petit commentaire. Moi aussi, je vais faire une petite rétrospective. Moi, je voudrais remercier la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui. C'est Guy Vincent. Puisque Guy Vincent, je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2002, si mes archives sont exactes, sur le salon Actionnariat. Et j'ai vu quelqu'un de passionné par rapport à sa société, qui m'a expliqué avec son discours habituel, avec sa verve habituelle, sa foi dans Thermador, le plaisir qu'il avait à la diriger et cette entreprise. Donc je voulais vraiment le remercier parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grandement grâce à lui. Merci. Alors, ce n'est pas une question, mais je vais quand même faire un commentaire par rapport à ce que vous avez dit. Quand Norman Rentrop, qui est quand même le fondateur de ce fonds, qui est également un chef d'entreprise, est venu nous voir en début d'année, parce que vous savez qu'en début d'année, Norman Rentrop aime bien quand même rentrer dans le détail de ce qui se passe dans le groupe Thermador, et en tant qu'actionnaire numéro 1, il est toujours le bienvenu, comme tout le monde d'ailleurs. Il a fini par nous dire, en retournant à l'aéroport, il y a de la passion, je suis tranquille. Alors, il avait vu des gens passionnés, hein, puisqu'il avait passé un moment avec Patricia et moi-même, mais également avec Christophe Arquillère et Lionel Monroe. Et il est parti rassuré parce qu'il y avait de la passion. Alors, vous voyez que ça sort des grilles d'analyse traditionnelles, mais pour lui, c'est quelque chose d'important. Je rebondis également sur ce que vous avez dit, parce que, bon, c'était pas préparé, mais très belle symbolique aujourd'hui. Parmi les 5 fondateurs, 4 sont présents aujourd'hui, puisque Jacques Borde malheureusement nous a quittés il y a quelques années, mais les 4 sont présents aujourd'hui à côté. Et c'est vrai qu'en tant que dirigeant du groupe, ça nous fait vraiment plaisir de les avoir à nos côtés. Déjà, on sait que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, mais surtout, le fait qu'ils soient restés dans le capital et qu'ils nous aient suivis jusqu'à maintenant, c'est une belle preuve de confiance. Bien évidemment, Jacques est présent quand même, puisque sa fille, son petit-fils sont présents pour représenter la Financière Board. Et là aussi, ça nous touche beaucoup que vous soyez toujours présents au capital depuis toutes ces années. Donc c'est une belle preuve de continuité. Oui. Pardon, je voudrais vous poser une petite question. Vous avez un stock de plus en plus important et la technologie avance assez rapidement. Quel est le pourcentage d'articles qui technologiquement sont obsolètes d'une année sur l'autre? Fort heureusement, on vend des produits, certains sont très techniques, mais je dirais que les mutations technologiques sont quand même dans notre métier beaucoup plus lentes que dans d'autres.
Donc c'est vrai que c'est un métier, c'est un travail que l'on fait avec nos commissaires aux comptes tous les ans, de décote d'un certain nombre de produits, c'est relativement faible. Alors la décote au niveau des filiales, pour les produits qui ne sont plus up-to-date, c'est vraiment très très faible, puisque c'est un travail qui est fait rigoureusement avec nos équipes et avec les commissaires aux comptes. Donc je dirais qu'on est quand même à l'abri de ce type de problématique. Merci. Alors le taux de décote, on pourra le sortir si vous voulez, mais je ne le connais pas par cœur, c'est très faible. Jean-Yves Robert, Université Lyon 2. Merci de nous accueillir comme tous les ans depuis maintenant quelques années. Moi, je ne me ferai pas de soucis pour investir. Il y a de plus en plus de problèmes entre les relations sulfureuses entre la presse économique et financière et les entreprises. Est-ce que, Guillaume, vous ne pensez pas que de bonnes actions sur le réseau, sur le site, sur une action ciblée sur votre lettre aux actionnaires vaut mieux que tous les, même en reprenant les actionnaires anciens bien sûr, vaut mieux que toutes les actions auprès d'un rédacteur en chef qui en plus est très très contesté? Écoutez, je dois dire quand même qu'investir à une époque nous a fait gagner un certain nombre d'actionnaires. Donc il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Voilà. Après, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça fait partie des tâches que l'on a confiées à Opaline cette année. C'est refaire notre site internet, celui de thermador-groupe.fr, de manière à ce qu'il soit plus vivant, plus dynamique. Commencer à travailler d'une manière plus active sur les réseaux sociaux. Et j'ai quelques idées, effectivement, pour aller surtout chercher des jeunes actionnaires. Alors, ça fait partie aussi des choses que je souhaite faire en faisant venir 40 étudiants de la licence de Lyon 2, parce que je voudrais quand même qu'ils prennent conscience que s'ils veulent préparer leur retraite, l'investissement, ne rigolez pas, l'investissement en action pour préparer sa retraite, c'est quelque chose de très pertinent. Contrairement à ce qu'on vous a toujours dit, que les actions, c'était un risque absolu, que c'était terrible, que vous alliez tout perdre, c'est absolument faux. Si vous investissez intelligemment sur des périodes très longues, et vous le voyez avec les performances de Thermador, mais il y a d'autres valeurs moyennes qui ont des performances similaires, vous allez constituer des retraites plus confortables, moins stressées. Alors vous avez la chance, vous les jeunes là, qui êtes avec nous aujourd'hui, de pouvoir discuter avec certains retraités qui je pense, ont été relativement satisfaits de partir à la retraite avec quelques actions Thermador en paquet. Bon voilà, j'ai un peu dérivé, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on fasse plus d'efforts par d'autres canaux de distribution, par d'autres canaux de communication vers les actionnaires individuels, et ça fait partie des travaux qu'on fait. Alors pour information, Thermador fait partie d'un groupe de travail et de réflexion. On a la chance de travailler avec des gens comme l'Air Liquide, Suez, L'Oréal, j'en oublie, Interparfum, Wavestone, des sociétés qui sont tournées vers les actionnaires individuels, et on réfléchit avec eux sur des moyens effectivement de développer l'actionnariat individuel. Alors le quorum réel, finalement, on est resté à ce qu'on avait dit. Un peu mieux, mais toujours pas 70. Bon. Ce sera l'objectif pour l'année prochaine. Alors, vous savez qu'on a fait des efforts importants. Hein. C'est surtout Patricia qui a travaillé sur le sujet, également avec l'aide d'Opaline, pour aller chercher, je dirais, tous nos actionnaires. Vote Access commence à mieux fonctionner. L'année dernière, ça a été un coup d'essai, avec très peu de votes. Et puis, cette année, véritablement, Vote Access s'est développé. Voilà, 838 actionnaires, c'est loin d'être négligeable. Et je dirais que c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs. Et ça fait partie de la façon aujourd'hui moderne de gérer une AG et d'avoir une participation importante. Alors nous allons passer, attention, à un exercice qui est nouveau pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va faire un exercice avant de passer au vrai vote. Et on va faire donc une résolution test. Donc saisissez-vous de votre boîtier, on va vous expliquer comment ça marche, et on va procéder à une résolution test. Pour voter sur le boîtier, donc vous avez 15 secondes pour voter. Donc vous avez votre nom qui est affiché logiquement, mais ça on a contrôlé à l'émargement, et vous avez votre nombre d'actions.
Donc, les possibilités, c'est 1, 2, 3. Donc, vote 1, le 1, c'est pour le vote pour, le 2, c'est pour vote contre, et le 3, c'est pour l'abstention. Donc, ensuite, si vous votez une première fois et que vous êtes trompé, c'est pas grave. Si vous êtes dans le délai des 15 secondes, vous pouvez rappuyer sur un autre choix de vote et ça entérine le dernier. Voilà. Donc après, on a un contrôle en régie plus haut pour vérifier le nombre d'actions, si tout le monde a bien voté. Donc on peut peut-être intervenir pour vous dire, attention, voilà, vous avez oublié d'appuyer sur le bouton. Donc ce n'est pas le moment de vous endormir parce qu'on va vous retrouver sinon. Voilà. Donc le quorum définitif, il est à 69,66%. Voilà. Donc on a 4 554 876 actions et voilà, donc c'est 819, ah ça c'est surprenant, donc il y a 819 présents aujourd'hui dans la salle. Non, avec les votes par correspondance et les pouvoirs au président, voilà pourquoi. Oui, 819, vous le sauriez. Virtuellement. Virtuellement, voilà. Alors, on va faire une résolution test. Qui est une résolution qui n'est absolument pas juridique, hein, vous allez voir le thème de la résolution, et on va voir si vous avez bien compris le fonctionnement de ce boîtier. Est-ce que vous êtes pour le maintien de l'envoi par défaut du rapport annuel sous format papier? Alors vous savez que depuis toujours, on fait un TPI complet et systématiquement on envoie le rapport sous format papier, sauf si les actionnaires nous disent « je veux plus que de l'électronique ». On envoie le format. Et donc quelques actionnaires, tous les ans, nous appellent en nous disant c'est du gaspillage de papier, il ne faut pas le faire, arrêtez, etc. Donc ceux-là, on les met à part et on les classe. Et donc la question très officielle qu'on vous pose ce soir avec ce boîtier électronique, donc c'est à la fois un test et une question vraiment réelle, est-ce que vous êtes pour le maintien de l'envoi de ce rapport annuel sous format papier d'une manière assez systématique, si vous abstenez ou si vous êtes contre? Le vote est ouvert, vous avez 15 secondes. Voilà, le vote est fermé. Et on va avoir, ça c'est les miracles de l'informatique. Ah, c'est quand même très... Je ne m'attendais pas à un résultat si partagé, je dois vous dire. Ça va nous amener à réfléchir. Alors c'est une résolution qui est adoptée à 55%. Encore une fois, j'en ai profité pour faire un petit sondage, mais ça n'a rien de juridique, hein. Bon, et ben, on va pouvoir démarrer les 14 résolutions. Alors, la première hors du jour ordinaire. Alors, pour gagner du temps et éviter d'être trop rébarbatif, et de toute façon, puisque vous avez déjà lu et relu les résolutions, quand vous avez reçu le rapport annuel, on va se contenter de donner l'enjeu à chaque fois, de projeter les résolutions et de vous demander de voter pour ces résolutions, contre ou de vous abstenir. Alors, la première résolution, elle consiste à valider les comptes annuels. Donc, le vote est ouvert. Voilà, le vote est terminé. Vote fermé. Oui, c'est un score tout à fait élevé. Donc, la résolution est adoptée. Résolution numéro 2, adoption des comptes consolidés cette fois. Donc le vote est ouvert. La résolution est adoptée. L'affectation du bénéfice. Donc vous savez qu'on vous a proposé d'augmenter le dividende de 20 centimes pour le passer à 3,40 €. Le vote est ouvert. Attention, il s'agit du dividende, hein. Je vous rappelle que vous êtes actionnaire du groupe. C'est quasiment le même chiffre. Donc la résolution est adoptée. Le mandat de Guy Vincent arrivé à échéance cette année, donc résolution numéro 4. Donc Guy Vincent s'est proposé pour continuer au niveau du conseil d'administration. C'est vrai qu'il a une santé assez incroyable, hein. On n'est pas tous dotés d'une santé pareille, mais il faut en profiter. Le vote est ouvert pour renouvellement du mandat de Guy Vincent pour 4 ans. La résolution est adoptée à 95%.
Vous avez le merci de Guy Vincent. Je me fais son porte-voix. Hervé Le Guillerme, qui nous a accompagnés pendant 2 ans en tant qu'administrateur. Vous savez qu'Hervé a fait une longue carrière dans le groupe Thermador, qu'il est parti à la retraite il y a 2 ans, une retraite heureuse et méritée, qu'il a été le PDG de Sferaco dans sa dernière mission. Il a transmis le témoin à Christophe. Et c'est vrai qu'on a pensé intelligent de le conserver au conseil pendant 2 ans, d'une part pour bénéficier de son expérience dans la robinetterie industrielle, mais également pour bénéficier de son expérience dans le métier d'une manière globale. Merci Hervé, j'ai déjà cité ton nom à plusieurs reprises. C'est vrai que tu nous as beaucoup apporté pendant ces 2 années, au-delà même des conseils d'administration, puisque je sais que certaines réunions se tiennent d'une manière un peu occulte avec Christophe pour aller prodiguer ton savoir et donner ton avis. Merci vraiment pour cet accompagnement. Et en toute logique, on propose, en tant qu'administrateur non indépendant, d'accueillir Christophe Arquillère pour un mandat de 2 ans au sein du conseil d'administration. Alors vous allez me demander pourquoi un mandat de 2 ans. Nous souhaiterions faire tourner les dirigeants du groupe au conseil d'administration de manière à ce que tous les dirigeants du groupe aient l'opportunité, durant leur carrière, de voir ce qui se passe au conseil d'administration et de voir tous les étages, finalement, de la gouvernance du groupe. Voilà pourquoi 2 ans, de manière à ce que d'autres, demain, puissent intégrer le conseil. Le vote est ouvert pour un mandat de 2 ans pour Christophe Arquillère, PDG de Sferaco. La résolution est adoptée à 85,6%. 14% contre. Peut-être qu'on regardera d'un petit peu plus près, mais je pense qu'effectivement, vous savez, on est noté par des proxys. C'est des sociétés spécialisées en conseil de vote. Et certains proxys, pour parler précisément Proxinvest, un proxy français, avec qui nous avons de bonnes relations, a estimé que l'équilibre au niveau du conseil n'était pas suffisant. C'est-à-dire que 50-50, ce n'est pas suffisant. Ils auraient voulu 50,1. De manière à ce que la majorité soit du côté des indépendants. Bon, voilà, donc quand un proxy dit non, un certain nombre d'investisseurs suivent les conseils du proxy, ce qui explique, je dirais, ce taux relativement élevé de vote contre. En tout cas, la résolution est adoptée. Bienvenue au conseil d'administration. Christophe, ça commence demain matin à 8h30. Mon mandat arrive à échéance ce soir, au moment où je vous parle, donc un mandat de 4 ans. Je me suis porté candidat pour un nouveau mandat au niveau du conseil d'administration. Et donc, je vous propose de voter pour le renouvellement de mon mandat pour 4 ans. Donc, la résolution est adoptée à 96,4%. Manifestement, les proxys en ont moins contre moi que contre Christophe. En tout cas, je vous remercie chaleureusement de cette confiance. Sachez que j'adore mon travail. Je pense pouvoir encore amener beaucoup de choses au niveau du groupe Thermador. Et finalement, j'aime aussi beaucoup les gens avec qui je travaille tous les jours, ce qui est, je l'ai déjà dit, mais ce qui est vraiment très important pour nous. Merci en tout cas de votre confiance. Une résolution qui n'est plus une nouveauté pour vous, c'est la politique de rémunération. Rappelez-vous, l'année dernière, on vous a fait voter une résolution, c'est le C-on-Pay, le fameux C-on-Pay. Donc cette année, vous en avez 2 de résolutions sur ce sujet. La première, c'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord sur la politique de rémunération? Politique de rémunération que nous avons décrite, page 21 du rapport annuel, que vous avez lu, bien entendu. Alors, on a oublié quelque chose sur cette politique de rémunération, c'est de préciser l'évolution de notre partie fixe du salaire, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Patricia. Donc, je vous le dis aujourd'hui, la rémunération fixe, en ce qui concerne Patricia, sera de 10 700 € par 13. On a oublié de le mentionner dans le rapport annuel. Donc, c'est une augmentation de son fixe parce qu'on a voulu situer Patricia au niveau de la rémunération des dirigeants de filiales. On a estimé que, compte tenu de son champ de compétences et de ses performances absolument extraordinaires en 2017, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les 5 intégrations, elle a été quand même une grosse cheville ouvrière du sujet. Donc voilà pour sa rémunération fixe. En ce qui me concerne, il y a une augmentation de 2% de ma rémunération fixe qui va atteindre en 2018 14 900 € par 13. Voilà pour être en toute transparence avec vous. Donc ça, c'est sur la partie fixe. En ce qui concerne les critères qualitatifs, je pense que je les ai déjà mentionnés au niveau de cet AG. Alors, on ne les écrit pas parce qu'on veut quand même se garder la possibilité de changer, une certaine souplesse.
Aujourd'hui, on prête attention, en ce qui concerne le dirigeant du groupe, à la communication financière, le dialogue avec les actionnaires, la communication interne, l'énoncé, le respect et la mise en œuvre de la stratégie, l'animation du conseil d'administration et le respect des règles de gouvernance au sein de ce conseil, et dernier point, l'intégrité et l'exemplarité. Ça, c'est les critères qualitatifs du dirigeant du groupe. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En ce qui concerne Patricia, c'est beaucoup plus long. Elle est avec moi responsable de la communication financière et de la relation avec les actionnaires. Elle est également jugée sur la qualité de sa communication interne, parce que comme elle est une clé de voûte de l'entreprise au niveau du back-office, il faut aussi que l'information monte et redescende facilement. Et alors là, on vient dans les choses plus techniques, qualité du reporting financier, bien entendu. Niveau général, elle veille dans le champ de compétences, le droit social, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit boursier, les IFRS, l'informatique et les assurances. Ça, c'était un critère. Et le dernier critère, c'est l'intégrité et l'efficacité du système d'information. Alors, elle a une équipe pour ça, mais c'est quand même elle qui a la responsabilité de ça. Vous savez que c'est très important. Voilà, je vous ai décrit, en plus du rapport de la page 21, la partie fixe du salaire. Le vote est ouvert pour vous exprimer sur ce sujet, sur la politique de rémunération. Donc la résolution est adoptée à 98,8%. Nous vous remercions de votre confiance. Les résolutions qui suivent, les deux résolutions qui suivent, elles sont là pour valider la partie variable de nos rémunérations. Puisque vous savez, vous avez vu dans le rapport annuel, page 21, on décrit précisément la partie variable et l'évolution par rapport à N-1 de cette partie variable. Les investisseurs, les actionnaires souhaitent pouvoir s'exprimer et dire est-ce que cette évolution de la partie variable correspond finalement à l'évolution de la société et aux critères qui étaient évoqués dans cette partie variable, sachant que nous, on parle essentiellement du résultat d'exploitation. Alors, ces critères sont là aussi peut-être amenés à évoluer. Certains me parlent aujourd'hui de la rentabilité des capitaux investis. On verra si on fait évoluer ces critères. Pour l'instant, c'est effectivement le résultat d'exploitation. Donc, est-ce que, à la lecture de la page 21, la partie variable vous convient en ce qui me concerne, donc le PDG du groupe, le vote est ouvert. Donc la résolution est adoptée à quasiment, à 98,7%. Je vous remercie. Vous savez, comme moi, vous savez que si vous votez contre, nous ne touchons pas à cette partie variable. Idem pour Patricia Mavigné. Donc on vote pour la partie variable de sa rémunération. Le vote est ouvert. Quasiment le même score, je crois. Donc je pense que la résolution est adoptée. Te voilà rassuré. Nous allons maintenant voter pour les conventions réglementées qui vous ont été décrites rapidement par nos commissaires aux comptes, qui ont été décrites dans le rapport annuel d'une manière précise. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée à 99,9%. Résolution suivante, on souhaite se donner la possibilité de racheter nos propres titres en dessous de 120 €. Donc vous savez que ça, c'est une résolution qu'on fait voter maintenant régulièrement. On ne l'a jamais utilisée, mais nous souhaitons tout de même pouvoir intervenir sur le marché si nous considérons que le titre descend trop bas, tellement bas que c'est finalement une bonne affaire pour nous. Nous ne l'avons jamais fait, mais on veut se laisser la possibilité de le faire. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée à 92%. 12e résolution, à la demande d'actionnaires individuels, mais également d'actionnaires, d'investisseurs institutionnels, on propose de diviser le nominal par deux. Deux intérêts. Le premier, c'est, je dirais, de franchir en dessous le seuil psychologique des 100 € sur la valeur de l'action. C'est vrai que pour des actionnaires individuels, une action qui est au-dessus de 100 € est une action chère, ce qui n'est pas véritablement le cas, mais on est dans le pur psychologique. Et on pense que ça peut éventuellement faciliter la liquidité du titre, d'avoir un titre moins cher. Vous savez que c'est une opération qu'on a déjà faite par le passé, qui n'est pas très coûteuse. Donc finalement, on va vous donner la possibilité de voter pour cette option. Et si vous votez pour, ce sera effectif le 9 mai.
Donc le 9 mai, si vous voyez le titre chuter de 50%, ne paniquez pas. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée à 99,9%. Ça fait quasiment l'unanimité. 13e résolution. On souhaite se donner la possibilité d'une augmentation de capital tout à fait raisonnable de 2 millions d'euros. Ça représente à peu près 5%. Par le passé, on avait fait voter une résolution tout à fait similaire, mais à hauteur de 15 millions d'euros. Cela suscitait des questions assez répétitives de la part d'investisseurs institutionnels, particulièrement les Américains. Donc on a souhaité être plus raisonnable dans notre demande. Il est clair que si on devait faire des augmentations de capital plus importantes que ça, ça serait l'occasion pour nous de faire venir de provoquer une nouvelle Assemblée générale. Mais disons que sur un montant aussi faible, à l'échelle du groupe, on souhaite pouvoir se donner cette liberté sans avoir à provoquer une AG avec tous les coûts que ça comporte. Le vote est ouvert. C'est valable 26 mois. La résolution est adoptée à 92,5%. Voilà, on atteint la 14e résolution, qui est un pouvoir donné pour communiquer et faire toutes les démarches administratives nécessaires pour valider tout ce qu'on a décidé en AG. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est fermé. Et la résolution a été adoptée à 99,9%. 1h30 d'Assemblée générale, ça nous laisse beaucoup de temps pour échanger. Profitez du fait que vous avez à votre disposition des salariés du groupe, des dirigeants, des fondateurs, des actionnaires, des administrateurs, pour poser des questions. C'est vraiment un moment d'échange qui est important pour nous et également pour vous. Je vous remercie.